Parmi les nombreux hyperparamètres que vous devez spécifier lors de la mise en œuvre d'un réseau de neurones figurent les fonctions d'activation. Rappelez-vous que vous pouvez choisir des fonctions d'activation différentes pour chaque couche, mais que les fonctions d'activation de chaque neurone d'une couche donnée sont identiques. Nous allons maintenant voir les principales fonctions d'activation. Tout d'abord, concentrons-nous sur la fonction d'activation historique, la sigmoïde. Rappelons que, dans le perceptron, la fonction d'activation utilisée est la fonction d'activation 0,1. Un problème majeur de cette fonction est que sa dérivée est égale à 0 presque partout, ce qui rend la descente de gradient impossible à mettre en œuvre. Pour appliquer une telle procédure basée sur le gradient, nous devons utiliser une fonction dont la dérivée n'est pas toujours égale à 0. La fonction sigmoïde est une relaxation de la fonction 0,1. Elle a le même comportement en moins l'infini et plus l'infini, avec des asymptotes horizontales égales à 0 et 1 respectivement, mais à une dérivée positive partout. Il est donc possible d'utiliser une méthode basée sur le gradient pour entraîner un réseau dont les fonctions d'activation sont des sigmoïdes. L'expression exacte de la sigmoïde est donnée en bas à gauche, dans laquelle on peut retrouver l'expression des asymptotes en plus et moins l'infini. Les sigmoïdes présentent un phénomène de saturation qui se produit en plus et moins l'infini. En effet, on dit que la fonction d'activation sature dans une zone, généralement plus ou moins l'infini, lorsque son gradient est petit dans cette zone. En d'autres termes, cela signifie que les mises à jour de la descente de gradient, dont les valeurs dépendent du gradient actuel, ne varient pas beaucoup pour les points situés dans la zone saturée. D'un point de vue très pragmatique, la descente de gradient est ralentie ou même bloquée dans ces zones. Comme vous le remarquez, la saturation est un phénomène très gênant lors de l'entraînement d'algorithmes de machine learning et pour des réseaux de neurones profonds en particulier. En effet, un autre phénomène qui se produit en conjonction de la saturation est appelé Vanishing Gradient Effect. Comme nous l'avons vu avec les équations de backpropagation, la dérivée partielle de la perte par rapport à un paramètre du réseau correspond à un produit impliquant toutes les dérivées de la fonction d'activation d'une couche donnée à la couche de sortie. La dérivée de la fonction d'activation sigmoïde est strictement inférieure à 1, ce qui signifie qu'un produit impliquant de nombreuses dérivées sigmoïdes est très petit. Par conséquent, les dérivées partielles de la perte, par rapport à un paramètre du réseau dans une couche éloignée de la couche de sortie, sont beaucoup plus petites que celles d'un paramètre proche de la couche de sortie. Par abus de langage, nous dirons que le gradient s'évanouit ou disparaît, puisque les composantes du gradient correspondant aux couches éloignées de la couche de sortie sont plus petites que celles proches de la couche de sortie. Notez que le phénomène de disparition du gradient se produit lorsque la dérivée est inférieure à 1 et n'est donc pas directement liée à la saturation. On peut observer le Vanishing Gradient Phenomenon, même pour des fonctions d'activation qui ne saturent pas. Cependant, la saturation augmente ce phénomène car, dans certaines zones, la dérivée des fonctions d'activation est proche de 0, ce qui rend le produit de ces dérivées très petit. Un moyen d'éviter de tomber dans les zones saturées consiste à redimensionner les données et à contrôler les poids et les biais afin d'éviter que la combinaison linéaire de l'entrée ne soit trop grande ou trop petite. Notez que la sigmoïde n'est pas une fonction centrée sur le 0. La sigmoïde appliquée à 0 produit 0,5. Ainsi, si vous avez des données centrées, l'application de la sigmoïde crée des données non centrées, ce qui peut nuire au processus d'apprentissage de l'algorithme. Il est préférable de garder la sortie de chaque neurone centrée afin d'éviter les zones saturées de la sigmoïde. Un dernier commentaire sur la sigmoïde. Elle utilise des exponentielles pour calculer la sortie, ce qui peut être un peu coûteux, en particulier par rapport à une combinaison linéaire. Ce n'est pas un problème pour la grande majorité des applications, mais si vous essayez de concevoir un réseau avec un budget de calcul limité au moment de la prédiction, vous devriez peut-être réfléchir à 2 fois avant d'utiliser une sigmoïde ou une fonction d'activation qui utilise des exponentielles. La tangente hyperbolique est également une fonction d'activation assez populaire. La forme de la tangente hyperbolique est similaire à celle de la fonction d'activation sigmoïde, la principale différence étant que la tangente hyperbolique va de -1 à 1, alors que la sigmoïde va de 0 à 1. La tangente hyperbolique est centrée, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de redimensionner les données après chaque couche de votre réseau neuronal. Malheureusement, comme la sigmoïde, la tangente hyperbolique souffre du phénomène de saturation qui peut se produire en plus l'infini ou en moins l'infini. Comme pour la sigmoïde, le calcul de la tangente hyperbolique est un peu coûteux car il fait intervenir des exponentielles. Enfin, vous pouvez remarquer que la tangente hyperbolique n'est rien d'autre qu'une remise à l'échelle de la sigmoïde et par conséquent, la dérivée de la tangente hyperbolique est 4 fois égale à la dérivée de la sigmoïde. Par conséquent, l'effet de disparition du gradient est légèrement moins visible lorsqu'on utilise la tangente hyperbolique comparée à la sigmoïde.